Voilà. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, et donc cette notion de liaison entre la biodiversité, l'alimentation, la santé, je voulais évoquer avec vous ces liaisons entre toutes les crises que nous connaissons aujourd'hui et du coup, on sait très bien que le GIEC nous alerte aujourd'hui sur les conséquences qui sont grandissantes et qui sont très visibles des changements climatiques. Et on a l'IPBES, qui est ce qu'est le GIEC pour le climat, mais pour la biodiversité. C'est une plateforme gouvernementale, intergouvernementale, et qui nous permet aussi d'avoir des données scientifiques et des argumentaires qui nous permettent d'aboutir aujourd'hui à des conclusions qui nous font passer en disant on est sur une sixième extinction, on est sur de l'effondrement du vivant, et il faut vraiment réagir par rapport à ce déclin de la biodiversité. Et donc ces crises climatiques, ces crises d'effondrement du vivant, elles s'accompagnent aussi de crises autour de l'alimentation, de l'eau, de la santé. Et c'est pour ça que l'IPBES, dans son dernier rapport, vraiment alerte sur l'interconnexion entre ces différentes crises. Un exemple aujourd'hui que je peux vous partager, c'est pas, par exemple, donc, on construit une exploitation d'élevage intensif pour pallier à la crise de l'alimentation et produire plus, produire de quoi manger. Cet élevage intensif, il va émettre des gaz à effet de serre, donc il va participer au changement climatique. Il va potentiellement déverser dans des rivières des effluents qui peuvent être pollués et donc intervenir dans la dégradation d'un milieu, donc la dégradation de la biodiversité. Et puis, ça va participer également à promouvoir ou en tout cas à accélérer des épizooties, c'est-à-dire des épidémies animales. On pense par exemple à la grippe aviaire. Et puis, ces types d'exploitation aussi ou d'élevage intensif impacte notre santé puisque la nourriture est de piètre qualité. Donc, on voit là, sur ce type d'exemple, en fait, que les diverses crises, alimentation, santé, eau, changement climatique et biodiversité, sont extrêmement liées et que c'est important d'avoir en tête et de retenir qu'il y a une interconnexion entre ces crises et donc entre les solutions et les stratégies que nous pourrons mettre en place pour répondre à ces crises. Alors, il est entendu que ces stratégies, en tout cas les défis à relever, sont difficiles mais pas impossibles. Et l'IPBES propose en tout cas 5 grands points pour élaborer des stratégies à toute échelle, échelle locale, mais aussi en dézoomant un peu sur ces échelles. Et ces stratégies, elles sont centrées sur la sobriété, la justice sociale, l'adaptabilité via la mobilisation de tous. Il nous indique, l'IPBES, qu'il faut préserver en priorité des espaces naturels qui nous sont précieux. L'IPBES propose aussi, dans ses stratégies, de conduire des changements qui soient transformateurs en priorité dans des espaces ou dans des secteurs qui sont les plus préjudiciables à l'environnement. On peut penser à des industries minières ou pétrolières, par exemple. Un troisième point, c'est de donner la priorité à la nature et à la justice sociale, c'est-à-dire de réorienter des circuits de financement plutôt sur des aspects en lien avec justement ces crises et les défis. Aujourd'hui, en fait, on remarque que les flux qui sont consacrés à la biodiversité sont plutôt très faibles par rapport à d'autres flux financiers. On mesure à 0,25% du PIB mondial ce qui est consacré à la biodiversité, ce qui est plutôt peu, indique l'IPBES. Enfin, dans toutes les décisions à prendre, dans des stratégies pour répondre à ces crises, il est sollicité d'associer de nombreuses parties prenantes, ou en tout cas euh, d'associer la décision à davantage de parties prenantes par rapport à ce qui est fait aujourd'hui pour avoir diverses valeurs, pour avoir diverses sources de connaissances. Donc l'interdisciplinarité finalement dans la gouvernance. Et puis enfin, l'IPBES nous incite vraiment à se reconnecter à la nature, à avoir une vision plus positive relative à la nature que ce qui est aujourd'hui le cas, parce que la nature peut être considérée parfois comme une contrainte ou un empêcheur de faire. Et là, non. L'idée dans les stratégies pour répondre aux crises actuelles, c'est vraiment cette reconnexion à la nature. Du coup, ces crises, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles sont vraiment interdépendantes, mais que les solutions aussi, puisque lorsqu'une politique ou une action va influer sur une seule de ces 5 crises, eh bien les impacts ils vont être vite limités. Et puis, on va pouvoir avoir des potentiels effets néfastes sur le reste. J'indiquais tout à l'heure l'exemple de cette agriculture intensive qui répond à une des crises, mais a des effets néfastes sur les autres crises et les accélère finalement. Or, ce que dit l'IPBES aujourd'hui, c'est que des politiques et actions
qui vont considérer plusieurs crises et qui vont avoir pour ambition de répondre à toutes les crises, vont pouvoir avoir des effets plus durables. Et en plus, elle ajoute que les actions qui recherchent à faire de la préservation de la biodiversité une priorité auront toujours des apports à minima neutres, mais relativement positifs sur toutes les autres crises. Donc, on a un encouragement vraiment à bien considérer ces interconnexions, à la fois le savoir et en être conscient au niveau des crises, mais à l'appliquer au niveau des solutions et des stratégies qui seront mises en œuvre pour y répondre. Donc aujourd'hui, dans notre webinaire, se basant sur ces constats-là et sur ce que nous dit l'IPBES, on va vous présenter donc une approche favorable à la gestion de ces crises, qui est l'approche Une seule santé, avec Mathilde Cohen de la RB Occitanie, qui présentera également des typologies d'action adaptées à des échelles locales, puisque il en existe qui peuvent répondre à toutes ces crises. L'IPBES en propose plus de 70 même. Et puis, on aura aussi des exemples concrets d'actions qui lient vraiment biodiversité, alimentation, santé et qui existent en Occitanie grâce notamment aux 2 exemples que j'ai cités tout à l'heure et qui vont nous partager leur retour d'expérience. Je les remercie encore et Mathilde, je te donne la parole. Et le partage d'écran. Merci, bonjour à tous. Alors, je vais donc entreprendre de partager mon écran. Hop, et normalement, ça devrait fonctionner. Est-ce que c'est bon, Cécile? C'est bon. Parfait. Donc, on va partir pour un petit quart d'heure autour de découvrir ce que c'est cette approche Une seule santé ou en anglais One Health. À la fois en Occitanie, mais vous allez voir, on va partir ailleurs, un peu plus loin. Je vais tâcher de vous retracer d'où ça vient, à quoi ça sert, pourquoi c'est intéressant, sachant que peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette approche, puisque la semaine dernière, One Health était à l'honneur face à un parterre de chefs d'État du monde entier, de scientifiques et puis aussi des citoyens, puisqu'il y avait un sommet international à Lyon exactement sur ce sujet, de manière à essayer d'enclencher la dynamique, et donc y compris chez nous. Et pour commencer, je vous propose donc de regarder une courte vidéo qui a été faite à cette occasion et qui vous permettra de vous plonger dans le sujet. Alors, hop, tac. Normalement, tout ça va apparaître. Tenez, mettez vos masques s'il vous plaît comme ça. Les gestes barrières s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais ? Prenez vos masques. Bah, je me protège. Tiens. Bien, je vais t'expliquer. En fait, il y a des maladies qui sont transmissibles des animaux vertébrés vers l'humain. On appelle ça des zoonoses, comme la rage ou la pandémie de coronavirus. Donc ça veut dire que notre santé dépend aussi de celle des animaux? Exactement. Les santé humaines et animales sont étroitement liées. C'est ce qu'on a pu voir lors de la pandémie de Covid-19. Pour agir efficacement, il faut prendre en compte tout le vivant. Tout le vivant, donc ça veut dire les arbres et les plantes aussi? Exactement, car les crises sanitaires sont aussi causées par la dégradation de l'environnement. Par exemple, certains insecticides peuvent contaminer les sols, les rivières, le littoral, mais également l'alimentation des animaux, ce qui peut entraîner des risques de contamination chez l'être humain. Donc tout est lié finalement? Il y a un concept pour expliquer ça, l'approche One Health. Ça veut dire une seule santé. D'accord, donc finalement, si on protège les animaux, les plantes... On protège aussi la santé humaine. Ok, mais la France, elle est engagée là-dedans? Depuis longtemps. La première école vétérinaire du monde a été créée à Lyon au XVIIIe siècle. Louis Pasteur découvre le premier vaccin en 1885 et ce sont des scientifiques français qui identifient le virus du VIH. Et maintenant, la France accueille le One Health Summit du 5 au 7 avril à Lyon. Mais pourquoi maintenant? Car avant le Covid, l'approche One Health était abordée uniquement dans les cercles scientifiques. Maintenant, on entre dans une nouvelle dimension. Pour la première fois, des chefs d'État, des scientifiques, des entreprises, des ONG et des jeunes se réunissent pour porter cette approche au plus haut niveau. Donc j'imagine que l'objectif c'est de trouver des solutions face aux maladies transmises par les animaux. Oui, et pas que. Aussi face à la résistance aux antibiotiques, aux pollutions et pour des systèmes alimentaires durables. Ok, donc tout est lié. Exactement. En gros, c'est agir pour une meilleure santé du vivant et de la planète. Mieux vaut prévenir que guérir. Et voilà pour cette petite vidéo qui nous, en guise de mise en bouche sur cette approche One Health,
Alors d'où ça vient? En fait, ça vient initialement du monde des grandes institutions internationales qui sont réunies alors au sein de la FAO, l'OMS, l'OMSA, l'Office mondial pour la santé des animaux, et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui se sont mis d'accord au début des années 2020 sur une définition du principe une seule santé qu'on va reprendre ici pour que vous ayez bien les éléments en tête. Et donc, ce principe une seule santé consiste en une approche, c'est bien une approche, une façon de voir les choses, intégrée, unificatrice, qui a pour objectif d'équilibrer et d'optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. Et donc, ça reconnaît vraiment le fait que notre santé, celle des animaux domestiques ou de la faune sauvage, des plantes, de l'environnement en général, c'est-à-dire des écosystèmes, est étroitement liée et interdépendante. Et donc, ça nous oblige à réfléchir les choses, voir les choses comme ce petit schéma l'indique, où on doit croiser des regards, des secteurs et des disciplines, celles plutôt du monde environnemental, des gens qui s'occupent de la santé humaine ou animale, euh, plusieurs niveaux aussi de territoire, enfin d'échelle de territoire dans la société, que ce soit le monde urbain, rural, le local ou le national, voire l'international. Et puis tout ça avec un vrai enjeu de se coordonner, de mieux coopérer, de faire de la collaboration et de renforcer nos capacités à faire à travers ces petits engrenages que vous voyez au cœur de ce schéma. Pour vous donner une vision plus concrète des choses, au-delà de cette définition, je vous propose de faire un petit voyage vers le Sénégal. Donc, on est loin d'Occitanie, mais vous allez voir, cette illustration est assez parlante sur la force que peut avoir une telle approche. Donc, on se retrouve dans les années 80 avec la construction d'un barrage dans une région du Sénégal pour développer l'agriculture irriguée. Mais dans cette région, on trouve aussi une maladie parasitaire qui s'appelle la bilharziose ou la schistosomiase, nom un petit peu barbare, mais qui est causée par un ver plat qui peut pénétrer dans la peau et qui est transmise, ce ver plat, par des escargots d'eau douce. Et avec l'arrivée du barrage, les habitats de ces petits escargots prospèrent et l'accroissement de la nourriture aussi est bien là. Pourquoi? Parce que la végétation a proliféré à cause de l'utilisation d'engrais minéraux que les locaux se sont mis à utiliser de plus en plus suite à l'augmentation de cette agriculture irriguée. Donc, on a un problème d'une maladie humaine et la stratégie qui viserait à traiter ces populations qui sont infectées par des médicaments est assez vaine finalement, puisque dès que la population retourne proche des eaux qui sont infectées, elles sont de nouveau contaminées, d'une part, donc premier élément, et en plus, l'utilisation de produits pour tuer les mollusques qu'on pourrait déverser dans l'eau, c'est complètement néfaste à la biodiversité. Et puis par ailleurs, dans certaines régions et certains pays, comme en Europe, c'est complètement interdit. Donc pour venir à trouver une solution, comment faire? Il y a une équipe pluridisciplinaire emmenée par un chercheur qui s'appelle Monsieur Rohr, qui a enclenché un travail de réflexion globale, systémique, en embarquant avec lui des professionnels de santé, des agronomes, des écologues, pour arriver à trouver des solutions qui ne se permettraient de ne pas se pencher uniquement sur l'enjeu lié à la santé humaine, mais en réfléchissant plus largement. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est qu'en éliminant la végétation aquatique sur les points d'eau, ce que vous voyez là au cœur de la diapositive, ça a permis de réduire l'incidence de la maladie de 32%. Pourquoi? Et en plus, ça a créé des conditions gagnant-gagnant. C'est-à-dire que la végétation qui était éliminée et qui était récoltée par les populations, elle a servi d'une part de compost qui était une dizaine de fois moins cher que les engrais minéraux qui étaient achetés. Ça a servi de nourriture pour le bétail, que en conséquence, la production des oignons et des poivrons qui étaient produits sur les marchés a augmenté, moins de pourriture dans les parcelles où ce compost seul était utilisé. Et donc, moins de végétation, moins d'escargots, moins de bilharziose, moins de maladies. Et donc, vous voyez qu'à travers cet exemple, contrairement à une approche cloisonnée
où, en matière de santé humaine, on se serait contenté de réfléchir uniquement sur un des aspects, cette stratégie sanitaire beaucoup plus large, qui est fondée sur la prise en compte de l'écosystème, eh ben, ça a permis de trouver des co-bénéfices et d'aller beaucoup plus loin dans une solution durable et une tentative de cohabitation gagnant-gagnant. Et alors, en Occitanie, on retourne chez nous, on a aussi des enjeux très forts parce qu'on est une région avec une diversité de milieux naturels, qui est au hotspot de biodiversité, pour parler comme on dit, mais avec des risques sanitaires multiples, zoonoses, maladies vectorielles, des enjeux de pollution d'eau, d'antibiorésistance, qui sont tout ça aggravés par le changement climatique. Et donc, on a tout intérêt d'aller s'inspirer de ces approches une seule santé, notamment parce qu'en plus, côté positif, on bénéficie d'un écosystème fertile en expertise. On a des pôles d'excellence en recherche. On a de nombreux réseaux professionnels compétents qui demandent qu'à être connectés entre eux pour coopérer et arriver à trouver des solutions durables aux problèmes qui font jour dans les territoires. Un petit détour par la définition de la santé. Par quoi cette santé elle est influencée? Et tout d'abord, donc, qu'est-ce que c'est la santé? En fait, la santé, c'est pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. La santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. C'est ce que nous dit l'OMS depuis 1946. Or, quand on voit la santé de ce prisme-là, on se rend compte qu'on a plein de facteurs qui vont influencer cet état de santé et dans lequel les collectivités sont en première ligne. Et en l'occurrence, là, les scientifiques, la communauté scientifique nous explique que les facteurs socio-économiques, les facteurs environnementaux contribuent à environ 70% de notre état de santé. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ou on pourrait imaginer que c'est surtout l'accès au système de soins qui vont faire qu'on est en bonne santé ou pas. Par exemple, les maladies chroniques, elles s'expliquent pour plus de 50% de leurs cas par l'environnement dans lequel vivent les malades. Et donc, l'action publique, parce qu'elle va impacter les facteurs qui jouent sur notre santé par la modification de l'environnement, du cadre de vie, même en fait jusqu'aux habitudes des comportements individuels, c'est un levier très fort pour aller agir sur un environnement favorable à la santé pour tous. Dans cette petite diapo, vous voyez que finalement, les politiques publiques qui sont menées par les collectivités sont de véritables leviers d'action, que ce soit en termes d'urbanisme et d'aménagement, de promotion de l'activité physique et sportive, bien sûr développement des services et équipements, dont l'offre de soins. Enfin voilà, il y a tout un panel d'actions qui sont aux mains des collectivités et qu'on va aller regarder de plus près à travers quelques exemples rapides. Par exemple, sur urbanisme et aménagement. Ça, c'est vraiment un levier privilégié pour l'action en faveur d'une santé globale, parce que ça fédère plein de thématiques, l'habitat, la mobilité, l'environnement. Et ces choix d'aménagement, ils ont tout intérêt à être orientés de manière à minimiser l'exposition de la population à des risques et maximiser leur exposition à des facteurs de protection. Par exemple, là, j'ai mis une photo de vélo. Eh ben, les mobilités douces, c'est des facteurs protecteurs et de prévention, puisque ça va limiter, d'une part, la pollution de l'air ou le bruit qui peut être lié à des transports classiques. Et puis, ça va permettre de se mettre dans une dynamique sportive. Et il y a des chiffres qui montrent que, par exemple, chaque kilomètre parcouru en vélo permet d'éviter 1 € de coûts sociaux en santé. Donc, c'est vraiment des exemples extrêmement parlants sur tous ces liens qu'ils peuvent avoir sur la santé des personnes. Et on peut aller plus loin, au-delà, dans une vision de planification, par exemple à travers les SCOT. Et là, je vous mets un exemple du pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire, qui a fait le choix, dans sa planification territoriale, de prendre en compte ces enjeux de santé globale comme guide pour aller tracer une trajectoire durable à 2050 dans leur vision et en prenant en compte pas que les armatures classiques d'infrastructures, où est-ce qu'on va mettre des routes, où est-ce qu'on va placer des zones d'activité, mais en réfléchissant aussi aux armatures environnementales qui sont fondamentales pour finalement notamment avoir une qualité de vie et un bien-être. Je poursuis dans mes exemples, tout ce qui est
les leviers d'action pour une alimentation saine et durable. Les stratégies territoriales alimentaires sont des exemples très concrets qui peuvent faire ce lien entre biodiversité, alimentation, santé. Par exemple, promouvoir de la production locale en agroécologie, mettre en place des régies municipales ou des légumeries qui s'approvisionnent en local auprès d'agriculteurs en agriculture bio, soutenir des initiatives citoyennes de type jardin partagé. Et puis, penser à faire des passerelles entre les dynamiques qui existent et les types de programmes ou de contrats qui sont passés. Et par exemple, le lien entre les coordinateurs de projets alimentaires territoriaux qui ont tout intérêt à aller travailler avec les coordonnateurs de contrats locaux de santé sur un même territoire parce qu'ils recherchent, in fine, la même chose, aller faire de la prévention pour moins de maladies cardiovasculaires, moins d'obésité, moins de diabète. Je finis par un autre exemple que vous connaissez aussi, forcément la gestion des espaces verts et naturels. Ça va avoir tout un tas d'effets bénéfiques sur la santé. Ça permet de dépolluer l'air, ça permet de réduire les effets d'îlots de chaleur et donc de lutter mieux contre les effets du changement climatique, surtout quand on se met vraiment dans cette approche de solutions fondées sur la nature. Ça permet de réduire le stress parce que la proximité d'espaces verts y contribue. Et je glisse par là, peut-être que vous la connaissez déjà, cette règle qui a été proposée, théorisée par un chercheur néerlandais, qui est le principe du 3-30-300, qui dit que chaque citadin, idéalement, devrait avoir depuis sa fenêtre une vue sur 3 arbres, bénéficier d'un quartier ou d'une ville avec au moins de 30% de surface arborée et puis habiter à moins de 300 mètres d'un espace vert. Donc, il y aurait tout un tas d'autres exemples. Les cours Oasis, là, vous en voyez une qui est à Toulouse, qui permet d'intégrer aussi de la biodiversité en ville. Donc, voilà, les solutions fondées sur la nature, c'est un pari gagnant-gagnant. Et quand on parle santé, en fait, on ne parle pas que de la gestion des espèces à enjeu pour la santé humaine. Vous avez compris que c'était beaucoup plus large. Pour finir, quelques critères de réussite. Un portage politique par les élus au sein d'un collectif avec la pluralité des élus qui chacun porte leur politique publique, l'importance de trouver toutes les parties prenantes engagées pour qu'elles s'approprient le problème partagé, le processus, se former, se sensibiliser, comme vous le faites là, à cette approche une seule santé et aux méthodes collaboratives, et puis s'appuyer sur des plateformes de dialogue et de mise en réseau, comme ce qu'on propose à l'ARB Occitanie avec l'aide de l'ARS. On a monté un réseau régional Une seule santé pour répondre aux besoins. Et si ça vous intéresse, vous êtes cordialement invité à aller retrouver toutes les ressources qui sont partagées sur une plateforme Expertise Territoire, où vous pourrez retrouver le réseau régional Une seule santé. Je vous remercie. Merci Mathilde. Peut-être je me disais en t'écoutant Mathilde, tu pourrais mettre dans le chat la page pour s'inscrire sur le réseau, Oui, voilà, pour les je vais faire ça. collectivités qui sont intéressées, les structures qui sont intéressées. Peut-être j'en profite pour vous rappeler que après chaque intervention, on a prévu avec Cécile un petit temps d'échange si vous avez des questions ou des témoignages à apporter. Bon là, j'ai pas vu de questions particulières là liées à la présentation de Mathilde, mais ça pourra venir plus tard aussi au cours du webinaire. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à renommer dans votre photo là au niveau des 3 petits points, si vous pouvez renommer pour nous donner votre structure ou collectivité d'appartenance, voilà, ça nous aidera à voir un peu qui sont les présents aujourd'hui. Ah, tu applaudis, Tu Mathilde. applaudis Mathilde. Voilà, c'est sympa. Mais Alors, merci beaucoup. Je propose, si vous n'avez pas de questions, je n'en vois pas, de passer à la présentation suivante. Alors, Excusez-moi, je donne... j'arrivais pas à faire. Ah, J'ai applaudi et c'était très bien. Mais je voulais aussi poser une question. Alors attendez, je vais mettre le. J'ai pas réussi à trouver pour lever la main. Mais bon, c'est pas grave. Est-ce que je peux la poser bien ou sûr. plus tard, hein? C'était juste en voyant cette présentation sur une santé.
Alors, effectivement, ben, j'ai vu qu'il y avait des ressources et je vais m'inscrire sur ce site-là. Et est-ce qu'il y avait justement en soutien ben, aux collectivités intéressées un système qui pourrait s'apparenter un peu à l'ABC, c'est-à-dire de faire une étude sur son territoire pour savoir quels sont les différents axes que l'on peut activer pour pour mettre en œuvre une seule santé avec justement des aides de chercheurs, d'experts, etc. Parce que c'est vrai que quand on réfléchit à cette approche, pour pouvoir avoir une crédibilité vis-à-vis à la fois des habitants ou des autres élus, c'est bien de s'appuyer sur la science et sur des experts. Voilà. Donc, il m'était venu l'idée de dire est-ce qu'il y aurait une possibilité de monter une approche un peu de style ABC où à l'ABC on fait l'inventaire de la biodiversité, faire l'inventaire un peu de tout ce qu'on pourrait imaginer par rapport à une santé sur un territoire. Voilà. Mathilde, je te laisse répondre. Oui, oui, merci pour votre question. Alors, je sais pas si on peut dire qu'il y a quelque chose qui s'apparente à un ABC. En revanche, ce que je peux vous donner comme information, c'est que en Occitanie, comme ailleurs d'ailleurs, il existe un plan régional santé-environnement qui vise à favoriser notamment les enjeux de santé-environnement sur les territoires et que dans ce cadre-là, il y a déjà plusieurs collectivités qui se sont lancées dans l'accompagnement autour d'un parcours citoyen pour faire émerger, finalement, pour s'acculturer à tout ça, choisir les sujets qui les intéressent le plus, travailler avec les élus sur ce sujet, être accompagné, avoir une méthode globale et, in fine, proposer des actions concrètes. Ça, bon, pour l'instant, c'est 13 territoires qui sont organisés autour d'un binôme, des associations qui font de l'éducation au développement durable et à l'environnement et un binôme d'une collectivité pour construire ces éléments-là et ces réponses. Il n'y a pas de scientifique, mais en tout cas, c'est un premier pas vers une vision un peu globale des choses sur les aspects santé. Voilà ce que je peux vous donner comme premier éclairage auquel je pense. Et après, moi, j'avais envie d'ajouter aussi que dans le cadre de vos ABC ou de votre ABC, enfin, je ne sais pas quelles collectivités sont engagées, j'ai pas vu tous les connectés, mais il y a tout à fait la possibilité euh, d'avoir aussi cette réflexion et cette démarche, puisque, comme le dit le webinaire, tout est lié. Cette démarche, en tout cas cette vigilance-là, a bien intégré le sujet santé autour du sujet biodiversité et alimentation dans votre ABC. Ça, c'est tout à fait quelque chose que nous, on peut voilà, soutenir et même attendre. Voilà, de pas justement trop cloisonner les sujets et de bien les aborder un petit peu dans des démarches globales. Dans votre plan d'action final de votre ABC, toutes les actions qui sont proposées, elles peuvent avoir des clés de lecture différentes, à la fois en faveur de la biodiversité, mais souvent également en faveur de la santé, du cadre de vie, de l'alimentation, etc., etc. Comme les choses sont très liées, ça peut être complémentaire. Ok, très bien, merci. Bah, comme on a fini notre ABC, ça va être justement, nous, ça peut être un moyen d'action pour continuer justement Pour la au-delà de suite. l'ABC. Et je Oui, retiens bien, et je vous sollicite. merci. Merci, Monsieur Rochedreux, pour la question. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je vois que dans le chat, ça s'est un petit peu aussi activé. Donc, il y a des ressources qui vous ont été proposées. Et donc, je propose maintenant de passer la parole à Géraldine Caprani, Claire Mouquier, Christophe Makeda, justement pour un projet qui est issu du plan régional santé-environnement et qui s'est décliné sur le pays Pyrénées-Méditerranée. Alors, Géraldine, Alors, je vous laisse partager votre diaporama. oui, il a disparu un instant. Je juste tac. Voilà. Voilà. Ben, il m'apparaît plus. Qu'est-ce qui se passe?
Oh là là. Tu veux que je le partage, Géraldine? Ben écoute, ouais, et je sais pas pourquoi tout à l'heure ça marchait et pourquoi là il est à mon écran et pourtant il me marche pas, il n'apparaît pas. Ah, si, ça semble fonctionner là. Euh, Ouais. Et c'est Claire qui le partage là pour le coup. voilà, parfait. C'est juste pas le début, je crois. Ouais, Merci. voilà. Bon, merci beaucoup Claire. Du coup. Oui, alors moi je suis Géraldine, donc au pays Pyrénées-Méditerranée. J'ai pas mis de carte du territoire, mais pour vous situer, on a la frontière espagnole, voilà, on est frontalier, donc vraiment au sud. On a à la fois un littoral du côté méditerranéen et aussi de la montagne avec des plaines. En fait, on a tout type de paysage. Et on représente 58 communes, donc 4 communautés de communes pour 112 000 habitants environ. Donc, nous sommes un pays, pas PETR, associatif, et donc nous avons différentes structures et différentes actions qui nous permettent de travailler dans ce sens-là. On a un projet alimentaire territorial, une charte forestière, etc., etc. Enfin, on a plein de choses. Voilà. Ouais. Donc, du coup, dans ce cadre-là, on a lancé une formation qui essayait de répondre à cette notion d'une seule santé. Et on s'est appuyé avec nos 3 partenaires avec qui nous travaillons aussi par ailleurs, qui sont donc Sol Vivant Méditerranée, Arru Paysage 66 et Slow Food Pays Catalan, qui après parleront à la suite. Donc moi, ce que je voulais vous expliquer, c'était le fait qu'on a sollicité dans le cadre d'un appel à projet PRS 4 une enveloppe pour monter cette formation qui essaie de répondre donc à la fois à nos enjeux de projet alimentaire territorial. Euh, on a aussi associé le contrat local de santé et aussi on s'inscrit dans une démarche TACT, c'est-à-dire que sur la transition et l'accompagnement, sur tout ce qui est l'évaluation de toutes nos transitions. Voilà. Du coup, c'était 3 jours de formation et on a fait 2 sessions. Donc, entre 2025, 2024-2025. Voilà. Le budget, vous voyez, n'était pas énorme, hein. Voilà. Donc, le contenu des formations. Donc, avec Sol Vivant Méditerranée, le jour 1, donc une approche surtout sur tout ce qui est les notions de ce sol, prendre bien conscience de ce que c'était ce sol. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que les formations, on a voulu mixer aussi les publics pour donner justement du sens par rapport à la transversalité et justement décloisonner complètement les idées. C'est-à-dire que c'était à la fois destiné à des élus, à des techniciens et à des citoyens engagés, des associations. Et l'idée, c'était que au même moment, il y ait ces différents publics de façon à ce que tout le monde entende les mêmes discours et puisse s'entendre l'un l'autre pour qu'il y ait une véritable construction d'un projet derrière et qui après, évidemment, un projet peut être initié par une collectivité, mais après, si derrière, on n'a pas de citoyens qui peuvent poursuivre la démarche et se sentir responsables, voilà, c'était l'objet que ce soit monté de cette façon. Donc, je reviens au contenu des formations, mais ils seront détaillés peut-être après avec mes collègues. Donc, Sol Vivant Méditerranée sur l'intervention sur le sol. Le deuxième jour, arbre paysage, donc comment la haie donc intervient et peut participer à à ces objectifs-là. Et enfin, Slow Food par rapport à la forêt nourricière. Donc, ça sera bien détaillé tout à l'heure. Voilà. Voilà. L'objectif de la formation, je viens de vous en parler. Est-ce que l'on a atteint les objectifs? Oui, dans le fait de proposer ces solutions-là. Notre objectif, c'était d'augmenter des espaces de fraîcheur. Vous verrez que c'est pas encore bien abouti, mais il y a quand même quelques projets. Et donc, est-ce qu'on réduit les besoins en eau? C'est l'objectif. Donc, oui, quand même, ces projets réduisent les besoins en eau. Et aussi, on identifie les retours d'expérience. Donc ça, on vous en parlera tout à l'heure. Voilà. Bon.
Ça, voilà, pour le financement, comme on porte des fonds leaders, ça facilite aussi. Maintenant, on n'a pas encore financé directement des projets avec nos financements leaders. Par contre, les projets en cours sont portés donc par les associations partenaires qui sont Sol Vivant Méditerranée, Slow Food, Empire Catalan et après JAS 66, mais ils vous en parleront plus en détail par la suite. Voilà, je pense que c'est tout. Bah, c'est là, voilà. Et je passe donc la parole à Claire Moquier, donc le Slow Food Pays Catalan. Bonjour tout le monde. Donc moi je vais rentrer dans le détail concernant qu'est-ce qu'un îlot de fraîcheur nourricier en vous donnant quelques exemples alors qu'on a développé localement mais aussi d'autres exemples un peu partout en France. Donc moi je suis à la fois coordinatrice de l'association Slow Food mais je dirige aussi un centre de formation sur les jardins forêts qui est en Bourgogne et j'ai accompagné le développement de plusieurs projets en France de forêts comestibles sur les espaces publics. Donc, je commence par ce projet qui est à Cahors, qui est une initiative citoyenne qui a démarré en 2020. Donc, il y a eu une création d'asso qui s'appelle Autonomie alimentaire Cahors. Et l'association a pu choisir le terrain qui lui convenait pour développer un projet d'agora d'agriculture urbaine. Les objectifs étant de créer des îlots de fraîcheur, de montrer des bonnes pratiques en matière d'agriculture urbaine et de faire découvrir, en fait, de faire participer les gens à ce projet-là. Et la ville de Cahors est venue soutenir le projet en mettant à disposition le foncier et également un petit budget pour que l'asso puisse investir dans le matériel, les matériaux, les plantes, etc. Donc c'était un budget de 10 000 € dans le cadre du plan France Relance à l'époque. Et vous voyez qu'en même pas 3 mois, grâce à un processus de fermentation sociale où les gens se sont organisés pour concevoir et réaliser ce projet, ben, il y avait déjà d'énormes résultats. Ça, c'est quelque chose qui est très important sur lequel je voudrais souligner. C'est que moi, dans tous les projets que je vois en France, soit c'est à l'initiative des collectivités, soit c'est à l'initiative des habitants, des initiatives citoyennes. Quand c'est à l'initiative de collectivité, les projets vont, on a plus de moyens, on peut aller plus loin. Par contre, quand c'est à l'initiative citoyenne, les projets durent plus longtemps et la participation citoyenne perdure dans le temps parce que les gens se responsabilisent. Donc je pense que c'est très important de trouver le bon mix entre les deux. Alors, l'îlot de fraîcheur nourricier ici à Cahors, c'était 400 mètres carrés en plein centre-ville sur les allées Fénelon. Ça a plusieurs fonctions, donc ça produit à manger, certes. Ça produit aussi quelques matériaux pour faire un peu de l'artisanat, des plantes tinctoriales, un peu de bois pour alimenter une cuisine low-tech ou pour faire de la vannerie ou du tressage. Ça produit de la biomasse pour fertiliser le sol, du paillage, c'est-à-dire c'est des espaces où on n'est pas forcément soumis à amener du BRF ou du paillage qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire qu'à terme, ça peut être auto-fertile et s'auto-pailler. Ça produit bien sûr du bien-être, de la pédagogie, on peut avoir un petit peu de plantes médicinales et ça produit bien sûr de la biodiversité puisqu'on observe le retour de tout un tas d'insectes auxiliaires et de papillons qui désertent les villes. Là, c'est d'autres exemples un peu partout en France. Donc, vous avez une cartographie interactive sur la droite de l'écran qui est en fait que les gens viennent eux-mêmes référencer leurs projets. Alors, ça concerne les jardins forêts sur les espaces publics. On voit qu'il y en a plus d'une centaine en France. Il y a une vraie dynamique qui se crée. Et là, sur l'écran, vous avez des exemples à Nanterre, à Poitiers, à Chenôve à côté de Dijon, à Saint-Julien-en-Genevois. Et à chaque fois, ben, c'est voilà, c'est un bon partenariat entre les assos et les mairies. L'exemple à Elne, donc Elne, une commune de 10 000 habitants dans les Pyrénées-Orientales qui fait partie du pays Pyrénées-Méditerranée. La ville d'Elne a été très engagée il y a quelques années dans les initiatives de transition écologique et de ville éponge et nourricière. Et donc après des opérations de porte-à-porte et de concertation des habitants, proposé la désimperméabilisation de plusieurs parkings en centre-ville. Et ensuite, il y a eu cette animation de concertation avec les habitants pour concevoir ensemble les espaces, les planter ensemble. Et aujourd'hui, ces espaces sont entretenus
aussi bien par les habitants riverains que par les services techniques qui viennent soutenir avec des plus gros moyens quand c'est nécessaire. Ensuite, les composteurs ont été intégrés par la suite. Alors, comme on est dans une région où on a des pénuries d'eau, des arrêtés préfectoraux qui limitent les besoins en eau, ces espaces-là ne sont pas irrigués. Donc, c'est vraiment arrosé par les habitants. Il y a eu tout un travail de fait sur la sensibilisation à la réutilisation des eaux grises, c'est-à-dire les eaux de lavage des légumes ou la première eau de la douche. Et puis, surtout, on a sensibilisé les habitants à des jardins comestibles multi-étagés qui, en fait, après qu'on les ait plantés, vont grandir et vont nécessiter de moins en moins d'eau et pas du tout de fertilisation. Donc, on est sur un sol qui se régénère grâce à la densité de plantation et sur un système alimentaire qui est multi-étagé. Et là, on change de paradigme, puisqu'aujourd'hui, toute notre alimentation, elle est basée. En fait, on a jusqu'à 80% de nos calories qui viennent juste de quatre ingrédients, qui sont le blé, le riz, le maïs et la pomme de terre. Et il y a un enjeu vraiment de réintégrer de la biodiversité alimentaire dans notre assiette, et ça passe par de la pédagogie. Et donc ces jardins pérennes et multi-étagés, ils montrent une autre façon de produire à manger, qui est plus durable, qui produit de la biodiversité. Donc c'est d'excellents vecteurs de sensibilisation. Alors voici un exemple de jardin à Elne du début, donc du parking qui a été désimperméabilisé jusqu'à la plantation. Donc ça, c'est un petit parking de 200 mètres carrés, la place du Plagnol. Ça a été planté en chantier participatif, ça a été entretenu via des apéros arrosoirs. Et maintenant, on se retrouve sur ces 200 mètres carrés avec 80 espèces alimentaires. Et nous, au Slow Food, on organise des ateliers cuisine et des balades cueillettes pour apprendre aux gens à utiliser et découvrir toutes ces plantes qui sont plutôt nouvelles pour eux. À elle, la démarche est beaucoup plus globale que ça. Elle concerne pas juste trois parkings en centre-ville, puisque depuis, il y a eu d'autres jardins qui ont été développés, un petit peu plus grands. Donc, on est maintenant sur 10 jardins forêts à Elne, entre 200 mètres carrés et 8000 mètres carrés. Il y en a un qui est spécifique pour les écoles de la ville, puisque les écoles doivent s'engager d'ici 2030 au label E3D, engagement à une démarche de développement durable, qui les oblige à s'engager sur des aires éducatives qui sont en dehors des murs de l'école. Et donc ces îlots de fraîcheur nourriciers en ville, c'est le terrain idéal pour l'engagement des écoles. Donc à Elne, ce printemps, ils viennent 1 heure par classe par mois pendant le temps scolaire. Donc ça fait 400 enfants qui travaillent presque gratuitement pour entretenir les espaces verts de la ville. On a aussi construit une pépinière citoyenne pour que les gens puissent mutualiser un outil commun, mutualiser les ressources en eau pour produire les plantes qui vont alimenter les jardins et qu'on ne soit pas tout le temps soumis à avoir un budget pour acheter les plantes. Alors là, c'est un petit mot sur la méthodologie de conception. C'est très très important d'avoir une vraie méthodologie de conception pour ce genre d'espace pour en faciliter derrière la gestion et la compréhension par toutes les parties prenantes. Donc là, vous avez une méthodologie de conception qui est en trois phases. La phase d'avant-projet, où on va définir les objectifs avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire quel temps on va consacrer à l'entretien de ce jardin, qui va le faire, est-ce que c'est pour un objectif pédagogique? Est-ce que c'est pour un objectif de productivité, etc. Ensuite, on recueille les données en termes de budget, de ressources en eau, etc., en termes de qualité de sol. Et puis ensuite, on passe à la conception à proprement parler. Et donc ça, dans ces projets, en général, c'est toujours fait avec les habitants parce que quand on parle d'îlot de fraîcheur nourricier, le nourricier fait que ben, on va vouloir une participation des gens et une appropriation. Et pour ça, il faut qu'ils soient impliqués dès le démarrage, dès la conception du projet. Et puis une fois qu'on a choisi les plantes et qu'on a fait un plan de plantation, on peut passer à la réalisation et à l'entretien. Et ça va être important d'animer les projets au début parce qu'on ne va pas pouvoir compter sur le fait que les habitants vont tout de suite s'en emparer. Il va falloir d'abord les organiser entre eux, les sensibiliser. Et le but, c'est qu'au bout d'1 an ou 2 ans, ils soient autonomes dans la gestion de ces espaces. Ça, c'est un exemple de palette végétale qui peut rentrer dans les îlots de fraîcheur nourricier en climat méditerranéen. Donc, c'est spécifique là à nos projets dans le pays Pyrénées-Méditerranée.
Mais on peut avoir, alors s'il y a de l'espace, on peut avoir des grands arbres, par exemple des mûriers, des plaques miniers, des jujubiers, des cormiers. Ce sont des arbres qui sont très résistants à la sécheresse et qui vont être assez autonomes rapidement. On peut avoir des chênes à glands doux aussi. Et puis bien sûr, on va avoir des buissons, des plantes aromatiques, des légumes vivaces, des lianes comme la vigne, le kiwai. On peut avoir voilà, beaucoup de choses. Un autre exemple ici dans une résidence sociale à Canoës, donc c'est un petit jardin mutualisé par les habitants qui est aussi pareil sur le principe de jardin pérenne multi-étagé. Donc ce qui est très important quand on anime ces projets-là et pour garantir une participation citoyenne sur le long terme, c'est que pour chaque rendez-vous, il y ait trois ingrédients qui soient réunis, c'est-à-dire que les gens se sentent utiles, qu'ils rendent un service à la communauté, qu'ils apprennent quelque chose, c'est-à-dire que ce soit ludique et puis que ce soit convivial. Donc c'est important d'avoir ces trois ingrédients qui sont réunis pour que les gens aient envie de revenir et pour que quand on communique sur le projet, ben, ça fédère des nouvelles personnes. Et puis, ce que je disais au début, c'est que c'est aussi important quand le projet vient d'une collectivité d'essayer de favoriser la création d'une association qui va s'emparer du projet et que ça repose pas de manière trop lourde sur les épaules de la collectivité qui souvent n'a pas assez de moyens en termes d'animation et d'entretien pour suivre ces projets sur le long terme. Ce qu'on constate, c'est que à Elne, comme on a une dynamique qui est assez globale, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été de prime abord attirées par les chantiers de plantation des forêts comestibles, des îlots de fraîcheur. Et ensuite, ces personnes-là sont allées vers les autres activités qu'on pouvait proposer, par exemple les marchés de la terre, des marchés de producteurs qui sont tous engagés sur des pratiques agroécologiques et puis aussi des visites de ferme, des ateliers cuisine, etc. Et donc, ces espaces-là, ça peut être un point d'entrée pour une certaine catégorie de personnes pour comprendre un peu la vision globale autour de l'alimentation. Donc, en fait, c'est une manière de faire de l'éducation à l'alimentation par la participation active et sans culpabiliser les gens en leur disant qu'il faut plus acheter au supermarché, qu'il faut faire attention à son bilan carbone, etc. Donc j'en ai fini pour mon petit témoignage et je vais passer la parole à mon collègue Christophe de Arbre et Paysage 66. On prendra les questions à la fin des trois intervenants. Là, je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat. Si vous pouvez, Claire, juste mettre le lien vers la carte que vous avez présentée dans Oui. le chat. Merci. Alors, merci Claire pour cette présentation. Toujours difficile de passer derrière toi. Voilà, Claire qui intervient sur le département en France et même dans le monde. Donc, super intervention. Alors moi, c'était juste vraiment pour conclure et contribuer, notamment avec la haie champêtre, ben, sur ce travail d'îlot de fraîcheur, parce que la présentation aujourd'hui, on avait voulu vraiment qu'elle soit axée sur euh, ces îlots. D'abord, je vais me présenter, donc Christophe Makeda, je suis le coordinateur de l'association Arbre et Paysage 66. Donc, l'objet de notre structure, pardon, est de promouvoir le rôle de l'arbre forêt et des haies champêtres, de favoriser leur implantation afin de préserver notre environnement naturel. Donc, premier point d'abord, sur ce projet, ben, c'est l'intérêt, Claire l'a déjà dit, de travailler en collectif. Vous avez vu sur ce projet, il y avait trois associations avec des activités différentes, mais en fait, on se rejoint tous sur un objectif commun. Donc, très intéressant, en s'appuyant sur le pays Pyrénées-Méditerranée, de vraiment porter un projet commun où chacun va pouvoir contribuer avec ses spécificités. Sol vivant, ben voilà, sur le sol, slow food sur les forêts nourricières et arbre PH 66 sur la haie champêtre. Et ce, à l'échelle d'une commune. Claire l'a dit, c'est vrai que pour nous, on trouve que la commune, c'est vraiment un lieu, une structure idéale pour porter des projets. On touche tous les publics, de l'élu aux techniciens, aux citoyens, aux enfants avec les écoles, aux agriculteurs. Voilà, on retrouve souvent dans les conseils municipaux des agriculteurs. Donc vraiment, en un seul lieu, on peut vraiment toucher tous les territoires, tous les publics. Alors,
c'est beaucoup plus long, peut-être beaucoup plus compliqué parce qu'il y a énormément d'échanges à avoir, mais par contre, les résultats sont démultipliés. Et effectivement, je confirme avec ce qu'a dit Claire, euh, de s'appuyer sur le citoyen, d'intégrer le citoyen dès le début du projet et même de l'aider à se structurer avec une association où il existe d'autres outils. Ça permet aussi de pérenniser le projet dans le temps. Il peut y avoir des mouvements dans une municipalité, des changements de conseils municipaux. Donc c'est vrai que d'associer directement le citoyen, c'est vraiment très intéressant. Euh, et donc, pour finir ma présentation et pour plus présenter la contribution qu'RPA 66 a portée sur ce projet, ben, c'est sur accompagner des projets de plantation, d'implantation de haies champêtres qui viennent vraiment euh, compléter ce projet en venant renforcer les enjeux d'alimentation et de santé. La haie champêtre, ça peut être un point d'entrée. L'arbre, c'est un outil central en agroécologie. Et sur ces projets qui sont souvent ambitieux, ben, la haie peut être un élément facilitateur puisque ce sont des projets beaucoup plus ciblés. On peut lancer un premier projet avec une commune sur 200 mètres de haie. On peut tout de suite rentrer en contact avec les élus, les techniciens pour porter ces projets de plantation de haies. On peut organiser des chantiers de plantation avec les écoles pour pouvoir initier des projets beaucoup plus vastes en partant ben, de l'arbre, de ces alignements d'arbres en pourtour de communes, avec des agriculteurs des communes. Voilà, ça peut être vraiment une porte d'entrée euh, pour ces projets beaucoup plus ambitieux. Euh, pour vous aider justement dans l'accompagnement de ces projets, ben, on a la chance en région Occitanie d'avoir un réseau qui s'appelle le réseau et Occitanie, qui regroupe les 13 opérateurs du département. Il y a un opérateur dans chaque département qui peuvent vous accompagner sur vos projets de plantation d'arbres et de haies champêtres. Donc de A à Z, au choix des essences adaptées au territoire, à la recherche de financement. Voilà, parce que l'idée, c'est que voilà, il faut que le reste à charge à une commune puisse être le plus bas possible pour qu'elle puisse initier le maximum de projets de linéaires sur sa commune et jusqu'à à l'accompagnement, à l'animation du chantier de plantation et le suivi sur les 3 premières années sur l'implantation de CI. Voilà, je vous mettrai dans le chat le lien où vous pourrez retrouver les coordonnées des opérateurs qui peuvent vous accompagner sur vos projets. Ah bah, Merci beaucoup. Voilà. je viens juste de le faire, Christophe. Ah d'accord, ben voilà, Du coup, parfait. ça m'a J'ai rien à- inspiré et Merci, ben, c'est parfait. je l'ai envoyé. Voilà. Merci, puis ça vient répondre notamment à une question dans le chat de Patrick Fleit, là, de la commune de Pouzol, qui demandait un peu comment on pouvait être accompagné sur la mise en place bah, là, c'était sur les îlots de fraîcheur, mais sur les programmes de plantation au sens large, je pense que ça peut répondre à la question. Peut-être juste avant d'enchaîner dans, par rapport aux questions qu'il y a dans le chat, peut-être Christophe, je voulais juste euh, que vous apportiez peut-être une précision ou en tout cas sur de représenter peut-être ce que c'est que le la marque végétale locale en quelques mots et peut-être juste redonner des précisions par rapport au choix des essences par rapport aux régions biogéographiques. Ça peut peut-être je vais vous remettre aussi le lien dans le chat. Oui, alors Claire l'avait abordé. Effectivement, le choix des essences, il est capital sur nos territoires avec le changement climatique. L'idée, c'est de vraiment, en fonction du territoire, mais même parfois d'une parcelle agricole ou vraiment du lieu où on va implanter, ben, de choisir vraiment les essences qui sont adaptées à ce territoire. Alors, je ne suis pas moi dans la structure d'une spécialiste là, sur les essences. Claire, elle pourra être plus précise que moi sur le choix des essences. Mais en tout cas, l'idée, c'est de vraiment trouver les essences qui vont pouvoir perdurer dans le temps. Donc, bon, déjà, il y a tout simplement en choisissant la bonne essence, mais il y a aussi effectivement en s'appuyant sur la marque végétale locale. En fait, la marque végétale locale, c'est un label
qui permet de sécuriser l'essence que l'on va planter sur le territoire. Et donc nous, par exemple, à Répression 6 et nous aussi, nos collègues sur les autres départements, on est labellisé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir récolter dans de bonnes conditions des essences sur notre territoire et le mettre en production chez des pépinières où vraiment on va faire pousser des plantes qui proviennent de notre territoire et qui vont être beaucoup plus résilientes dans le temps. L'idée, Claire l'avait déjà aussi dit, c'est quand on plante ces arbres forestiers, hein, qui sont des jeunes plants, c'est que d'ici quelques années, on n'est plus besoin de les arroser. Voilà, par exemple. Ou en tout cas, on va beaucoup moins les arroser les premières années. Alors, nous, dans notre département, on peut pas, il n'y a pas le choix, hein. Les premières années, il faut qu'on arrose, sinon la plante, elle va mourir. L'idée, c'est qu'elle devienne résiliente pour que dans les années qui viennent, elle puisse se développer avec un apport d'eau quasiment nul. Ok, merci beaucoup pour ces précisions. Du coup, j'ai mis le guide, le guide planton local en Occitanie là, de l'ARB, enfin, qui a été euh, édité dans le cadre d'un comité de pilotage multi-acteurs. Peut-être juste, Claire, est-ce que vous voulez apporter des précisions par rapport à la question sur la question des dégradations, les inquiétudes qu'il pouvait y avoir sur les dégradations? Oui, ben, en général, c'est vraiment marginal, les dégradations qu'on peut avoir. Donc, c'est après des gros chantiers participatifs où il y a eu beaucoup de nouvelles plantes d'un coup, on peut voir la disparition de certaines plantes plutôt prisées, comme les agrumes ou les vignes, par exemple. Mais ça reste vraiment marginal, c'est-à-dire que les gens ont tendance à quand même respecter les actions citoyennes. Et je voulais surtout préciser par rapport aux végétaux, parce que là, on parle aussi d'alimentation, de nourriciers. Donc, nous, dans les îlots de fraîcheur nourriciers, c'est une superposition de deux systèmes. C'est une superposition d'essences forestières locales qui vont vraiment être très adaptées à l'environnement, qui vont produire de la biodiversité. Et c'est aussi une superposition d'un système alimentaire productif. Oui. Et j'aimerais juste remettre les choses en perspective sur l'origine de nos aliments aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qu'on mange aujourd'hui, tout ce qu'on cultive dans nos potagers, les tomates, les aubergines, les courgettes, les pommes de terre, etc., tout ça vient d'autres continents. Donc, nous, dans les productions alimentaires là, qui sont sur les îlots de fraîcheur nourriciers, donc si vous voulez, même le pommier n'est pas européen, le pommier vient du Kazakhstan. Donc on remet quand même en perspective l'origine des aliments qui composent notre alimentation. On accorde une grande importance à ne pas mettre d'essences invasives qui vont venir Mhm. bouleverser des écosystèmes, mais on est quand même là pour ouvrir la palette végétale et les saveurs et les choses qu'on va pouvoir mettre dans l'assiette. Oui, oui, donc il y a bien un double objectif. Enfin, il peut y avoir des services rendus sur la biodiversité, mais que l'enjeu nourricier, il est fondamental dans le projet, quoi. Merci beaucoup. Je crois pas, j'ai pas vu d'autres questions, Cécile. Je ne crois pas non plus, donc je vais proposer du coup à nos intervenants de la RNR d'Oulon de prendre la parole et de partager leur écran. Donc Cyril Marmouex et sa collègue Maëlle. Hop, Ah oui, vous êtes là, vous partage m'entendez? une Ouais. fenêtre Alors, on est en avec train de partager le document. Parti et c'est tout bon. Hop là, non. On le voit. Ah, Juste une seconde. Oh oh. Hop, vous l'avez en grand, c'est bon? On l'a en grand, c'est tout bon. Eh bien, bonjour et merci d'inviter la réserve naturelle régionale d'Olon à ce webinaire, dont est co-gestionnaire la commune d'Olon, qui est en territoire engagé pour la nature. Et les autres co-gestionnaires de la réserve sont l'association La Fresnette et le Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie. On va vous faire une présentation, je vais l'écourter du coup. Ouais, ma partie, parce que déjà en plus ça a été trop long, désolé.
Première partie, déjà le contexte est la présentation d'un poster qu'on avait fait lors des journées techniques et scientifiques sur le thème Une santé, One Health, de Réserve naturelle de France l'année dernière. Et la deuxième partie sur un outil de sensibilisation grand public que Maëlle, à mes côtés, va vous présenter. Elle est de la réserve et travaille sur l'éducation à la nature et le dialogue territorial. Alors, tout d'abord, le contexte et les constats. On est sur l'estive de la commune d'Olon, dans le département des Hautes-Pyrénées, de Pyrénées centrales. C'est une estive qui débute à 1100 mètres d'altitude jusqu'à 2800 mètres d'altitude, qui est gérée en quartier d'estive. Elle représente 2450 hectares avec beaucoup de têtes, principalement pour de la viande. C'est une estive qui est dure. On a 50% des pentes qui sont supérieures à 30 degrés, pour vous montrer la valeur. Elle concerne 23 structures éleveurs, c'est-à-dire les GAEC et les éleveurs individuels. Elle est gérée par un gestionnaire d'estive qui est la commune d'Olon, qui embauche au cours de la saison 3 à 4 pâtres, 3 bergers et un vacher, généralement, et une association pastorale qui regroupe les éleveurs locaux. Alors, sur l'estive, il n'y a plus de transhumance par rapport aux éleveurs extérieurs. En gros, ils arrivent directement en camion au pied de la réserve au début de l'estive en juin. C'est un élément important. C'est aussi les effets de fermeture des niveaux bas, c'est-à-dire le niveau montagnard, parce que la réserve, elle commence à 1500 mètres d'altitude. Voilà. Dans le haut montagnard et directement subalpin. Les éleveurs locaux, eux, par contre, c'est toute l'année et à plus basse altitude. Alors, la vie en estive, elle est composée des tracks, par exemple. C'est qu'on va regrouper les troupeaux pour regarder leur état sanitaire, les besoins. Et dans ces cas-là, aller redescendre certaines ou l'ensemble au parc de soins pour faire ces soins. La vie en estive, elle est saisonnière pour les bergers. Ils habitent souvent en cabane, donc ces conditions aussi de travail sont à prendre en compte pour leur bien-être et justement pour avoir... c'est un outil c'est un outil qu'on doit renforcer pour avoir une bonne entente. Je vais vous en expliquer un peu plus. Alors, tout ça débute avec des observations de terrain à la base des acteurs locaux, qui soient les élus. C'était le maire au début, sur les chemins. Là, vous avez en photo à gauche une bouse avec des coléoptères coprophages, c'est-à-dire les bousiers qui détériorent la matière organique. Et à droite, par exemple, là, on voit un reposoir, c'est-à-dire la zone où les bêtes se mettent préférentiellement lors des fortes chaleurs et aussi pour enlever les mouches et pour ingérer de la nourriture, le temps de l'ingestion. Et on voit que là, la photo, on a un tapis de crottes et ces crottes-là dataient de l'année d'avant. Là, on est au début d'estive. Donc, il n'y a pas de décomposition de cette matière organique. Lors de nos travaux par le technicien sur les habitats naturels, on a défini les zones de fortement dégradées par plusieurs facteurs. Ça représente 62 hectares, donc 5% de la réserve naturelle régionale. Et donc, le but de tout ça, c'est que ça n'augmente pas. Car sur ces zones fortement dégradées, on a une perte de biodiversité, certes, et aussi on a une perte de ressources fourragères. Sur le dialogue, parce que la stratégie pour ça, en fait, c'est vraiment un dialogue concerté avec plusieurs acteurs, différents acteurs. Le premier, ça va être lors de comités techniques, on va échanger nos expériences avec les bergers, avec les élus, avec les éleveurs, avec des représentants des éleveurs locaux, des représentants des éleveurs extérieurs. Comprendre aussi leurs besoins. Par exemple, pour les aménagements pastoraux, comme je vous disais, une vie à 3 dans une cabane avec des chiens et autres, et favoriser la prise en compte de leurs besoins. Créer des outils d'aide à la décision pour savoir
où on en est et qu'est-ce qu'on peut faire et où. Et du coup, émettre des préconisations. Et tout ça, on peut le mettre dans des mesures, dans des contrats, des chartes. Mesures contractuelles, par exemple, nous, sur MAEC, des mesures agroécologiques et climatiques, qui est contracté par le gestionnaire d'estive à l'État en échange d'une manne financière. Là, un exemple d'outil d'aide à la décision, c'est notre tournée de fin d'estive. Ça compile une note de raclage avec un état de conservation sur plusieurs palsettes distribuées sur plusieurs types d'habitats. Et à partir de ça, on voit l'évolution annuelle et voir là où on doit intervenir, si c'est possible. Un autre dialogue, il va être scientifique, avec premièrement des formations de soins en estive faites par des vétérinaires, des groupements de vétérinaires, et aussi des formations de soins en exploitation avant de monter sur l'estive. Pour faire avoir ces formations, du coup, il faut qu'on recueille les pratiques qui se font pour savoir les pratiques, c'est-à-dire quel traitement, quand et par qui. Parallèlement, on va mettre en place des expérimentations, comme ça a été le cas sur la réserve et qui perdure sur d'autres expérimentations. Et on peut encore rajouter, par exemple, des formations obligatoires au moins annuelles dans ces contrats, plus amender les règlements d'estive par rapport à des traitements raisonnés sur le long terme. Voilà. L'exemple de l'étude, c'était par exemple la dégradation des bouses, suivant des non-traitements, des traitements non écotoxicologiques avec l'albendazole, jusqu'à des traitements de plus en plus écotoxicologiques, et on voit effectivement une non-dégradation plus souvent en certains traitements. Voilà. Nos interventions concrètes par rapport à ces milieux, ça va être la mise en défense des zones humides, qui se fait en concertation, bien sûr, avec les bergers et les éleveurs. Ça nous permet aussi d'avoir de la sensibilisation sur des chantiers, lors de la mise en place, lors du retrait. Et ce qui est important aussi, c'est de restituer l'incidence de notre action. Est-ce que ça a un effet bénéfique et pourquoi et qu'est-ce qu'on obtient? Là, dans notre cas, on a mis à peu près 1 hectare en défense de zones humides, qui sont généralement des sources avec des bas marais. Les quadras que vous voyez affichés à l'écran en orange, en fait, c'est les zones où on a des suivis floristiques, et ça nous permet aussi d'avoir l'engorgement de ces milieux. Pour l'histoire, par exemple, dans ce site-là, la source en août ne coulait plus, mais le bon état écologique de la zone humide a permis de favoriser son rôle d'éponge. C'est-à-dire que la tourbe de ce bas marais, en tas de bassins versants, a stocké l'eau et a pu la restituer par la suite lentement. Par exemple, à l'effet inverse, quand on a trop de surpiétinement, on va avoir un sol nu, tassé, et du coup, ça va faire comme une chasse d'eau, l'eau va couler directement, elle ne sera pas stockée. Sur ce site-là, ça a marché très vite, il restait encore de la résilience, c'est-à-dire que le milieu a pu cicatriser assez vite, en 2 ans, 3 ans, et on a d'autres sites, comme je vous ai montré, c'est un peu plus compliqué. Et je vais rappeler, ça limite la contamination directement, ça diminue les pollutions en tête de bassin versant, ça augmente la disponibilité en eau avec cette restitution lente, et bien sûr, augmente la résilience par rapport au changement climatique avec le manque d'eau, le manque d'enneigement et le manque d'hydrométrie lors de l'année. Et vous voyez en image les actions concrètes au cours de l'année. Alors, pour résumer, du coup, on a la thématique d'aujourd'hui, ça va être la santé de l'environnement, ça va être la biodiversité avec un bon état de conservation des habitats, une diminution des relargages écotoxicologiques, des traitements curatifs en dehors du site. Il y a une coquille. Le stockage de l'eau, parce qu'il y a de la vie tout le long des cours d'eau,
comme vous le savez. Donc là, on protège des bassins versants, mais ça va être tout le long du cours d'eau. La santé animale, on part sur la droite, avec la diminution des contaminations et la propagation d'épizooties, quand on a un écosystème sain. C'est-à-dire qu'on ne va pas ingérer... je ne vais pas partir sur ça. On a une résistance au parasitisme et, par rapport à certaines molécules et de l'antibiorésistance, c'est ce qui est prouvé de plus en plus. Donc, les formations avec les vétérinaires servent à ça, hein, c'est-à-dire quelles molécules, pas tout le temps, et changer certaines pratiques, qu'elles soient en estive ou en exploitation. On a la diversité fourragère et la disponibilité dans le temps. La diversité fourragère, on va parler de valeur nutritive d'une plante, par exemple. Chaque plante a le bol alimentaire d'un animal est composé de différentes plantes dont il a besoin. Et en plus, il en a besoin tout le long de l'estive. C'est-à-dire que certaines espèces vont pousser en première et après au cours de l'année et d'autres espèces en fin d'année. Tout ça est lié à la santé humaine, la qualité des produits finis, moins de traitement, plus par exemple la diversité fourragère. Un exemple concret, on peut avoir de l'alimentation qui est très riche, comme du trèfle ou de la luzerne, mais associée à certaines plantes, qui ont certains tanins, pas une dose écocritique, ça permet d'avoir une meilleure qualité de la viande, ça rentre dans le métabolisme. On a limité les pollutions en tête de bassin versant et aussi, ça fait un stockage du carbone. Globalement, on va avoir une capacité d'adaptation au changement climatique, les diminutions de l'effet de serre et un stockage de l'eau pour le bas. Tout ça, comme on en a parlé au cours de toutes ces présentations, sont en interdépendance et je rajoute que vraiment c'est un dialogue concerté avec plusieurs partenaires et les acteurs qui soient locaux et du territoire. Maintenant, je laisse la parole à Maëlle. Donc on va dire pour résumer un petit peu tout ce qu'a pu exprimer mon collègue, on est donc sur un dialogue concerté et à partir de là, il nous semblait pertinent en fait de mettre en place, en tout cas de créer un outil pédagogique qui allait faciliter en fait la prise de connaissance, la prise de conscience en fait de tout ça et donc du coup de pouvoir l'ouvrir à un public très large. Donc, on a créé un outil pédagogique vraiment pour effectivement mieux comprendre l'équilibre autour d'une seule santé. Voilà, donc c'est vraiment une traduction en fait de l'étude scientifique qui a été menée par la réserve ces dernières années. Voilà, donc la question s'est posée de pourquoi enquêter sur les insectes coprophages et pourquoi en faire un jeu? Tout simplement parce que c'est un insecte qui est à la fois connu et méconnu. Donc on est parti un petit peu là-dessus et le constat, mon collègue l'a très bien exprimé, c'était en fait des locaux qui nous disaient tiens, on a trouvé des scarabées, des centaines de scarabées lorsque les bêtes montaient en estive, mortes ou paralysées sur les sentiers. Et donc tout le jeu part de ce constat-là, avec derrière une finalité quand même qui est importante, prendre conscience en fait que la dégradation des bouses elle est vraiment ralentie par l'impact des traitements antiparasitaires. Le Boost Poursuite, parce que c'est le nom qu'on lui a donné, est un jeu, en fait, est une enquête du coup scientifique, un jeu qui est destiné à la fois à un public adulte, on l'a testé aussi sur des éleveurs, on l'a testé sur du grand public, mais également aussi à destination des scolaires, avec au début c'était un module principalement, on va dire, collège et lycée, et puis là on vient de l'étendre en fait, maternelle et à primaire. Voilà. On est bien sur un jeu coopératif avec un système en fait d'ateliers d'animation. Il y en a 14 qui sont tous indépendants, mais qui peuvent aussi être tous associés et du coup raconter une histoire assez complète. Donc là, je vous ai mis un petit peu les détails. Donc à l'intérieur, on va trouver un jeu de rôle,
voilà, pour se mettre à la place d'un éleveur, à la place d'un vétérinaire, à la place de la réserve, etc. On va avoir tout un tas de supports, que ça soit, là je l'ai mis vite fait sur le côté droit de la slide, une coupe transversale d'une bouse, puzzle de cycle de vie, différentes fiches d'observation. Tout ça, en fait, tiré en fait directement, on va dire, de l'étude scientifique. Voilà. L'objectif, elle est vraiment, on n'est pas là en fait pour dénigrer le travail des uns et des autres. On est plutôt en fait pour se mettre à la place des uns et des autres, comprendre en fait les contraintes, comprendre les craintes, toujours basé à chaque fois sur de l'observation, de l'hypothèse scientifique et de la déduction. Ce qui pour nous est important en fait dans ce jeu, et ça rejoint vraiment en fait cette notion d'une seule santé, c'est qu'en fait le bousier, pour le coup, c'est une espèce clé de voûte. C'est vraiment un pilier, il est indispensable en fait au fonctionnement de son écosystème. Si jamais il disparaît, c'est tout l'équilibre en fait qui s'effondre. Et ce jeu en fait nous permet de prendre conscience de ça, de la notion des services un peu écosystémiques, savoir que notamment les insectes coprophages comme les bousiers ont un service de régulation, un service du sol, etc., etc. Donc là, vous les avez. Après, l'idéal, c'est d'y jouer pour mieux s'y projeter. Donc, dans ce jeu, on va avoir plein de petites anecdotes assez rigolotes, comme si on n'avait pas de bousier sur notre planète Terre, on aurait l'équivalent d'une tour Eiffel de déjection animale sur l'ensemble de la planète, pour montrer à quel point il a un rôle important. On a des petits calculs, on s'est amusé à calculer le nombre la quantité, on va dire, de déjections animales qui étaient déposées en estive pendant l'été, à savoir 3500 camions bennes. Bon, très bien, mais comment on va pouvoir agir? Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quotidien voilà, par rapport à ça. Je me permets juste, oui, Maëlle, je ne sais pas si vous reste beaucoup de diapositives. On arrive bientôt à la fin. On ne voulait pas trop déborder, avoir un petit temps Il nous en reste de 2. conclusion. Voilà, C'est bon? merci beaucoup. Voilà, je fais vite. Et du coup, pour rejoindre un petit peu tout ce qui a été dit aujourd'hui dans ce webinaire, le jeu amène vraiment le fait que sans ces insectes coprophages, on a, en fait, si on veut préserver, en fait, pardon, je la refais, préserver le bousier un petit peu, c'est maintenir vraiment un cercle vertueux où tout est lié, que ça soit au niveau de la santé animale, santé humaine et la santé environnementale. Et ça permet justement de prendre soin de tout ce qui nous entoure. Et c'est aujourd'hui la seule chose à faire pour protéger notre santé. Voilà, un petit peu pour vous le donner dans les gros éléments. Et du coup, aujourd'hui, ce jeu, il est en phase de test depuis 1 an et demi. Voilà. Et c'est vrai que on mise aussi beaucoup dessus, en tout cas sur un outil de médiation, à la fois pour pouvoir aussi discuter avec l'ensemble des acteurs locaux et toujours aller plus loin dans l'idée d'avoir des bonnes pratiques, en tout cas sur la réserve. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que il y a des ponts quand même intéressants à faire sur toutes les collectivités qui pratiquent de l'éco-pâturage, notamment dans la gestion et l'entretien des espaces verts communaux. Je pense qu'il y a quand même des points intéressants à faire ou aussi j'ai en tête des projets de préservation de zones humides sur les territoires, certains territoires, des projets portés par les collectivités où il pourrait y avoir vraiment des exemples intéressants. Bravo pour le nom du jeu. Très très bien vu quand même, Boost Poursuite. Voilà, je vois pas spécialement, tu me dis si je me trompe, Cécile, mais de questions spécifiques par rapport à votre intervention. Je sais pas s'il y en a qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas. On peut prendre une ou deux questions Pas de ou, questions. ou apporter un témoignage avant qu'on termine.
Alors, s'il n'y a pas de questions, vous voulez terminer, si vous nous autorisez 2-3 minutes complémentaires par un petit quiz pour un peu mesurer, en tout cas voir ce qui vous aura marqué dans ce webinaire. C'est vrai qu'on vient de voir que bergers vétérinaires, gestionnaires d'espaces naturels dialoguent et sont interconnectés. Idem pour les associations d'alimentation, de gestion des espaces verts, les citoyens, les élus dans des collectivités. Donc, nous, vraiment, le message autour d'une seule santé, de ces approches pluridisciplinaires, il est bien là et on voulait donc partager avec vous quelques petites questions. Je vous lance un petit quiz, à savoir, d'abord, est-ce qu'avant ce webinaire, vous connaissiez l'approche Une seule santé? Alors, je vous laisse répondre rapidement. On va vous laisser une petite minute pour voir un peu si vous connaissiez ou pas. Savoir si vous aviez déjà en tête, rien que peut-être via l'actualité, ce sommet One Health qui a eu lieu à Lyon, vous aviez entendu parler, mais alors je vois que vous êtes plus des 2 tiers à avoir déjà, les 3 quarts maintenant à avoir répondu à la question. Je laisse encore 10 secondes et puis on regardera ensemble un petit peu les résultats. Petit teasing, on est quand même sur un public averti. Pour ceux qui restent, c'est vrai qu'on a perdu un peu de participants, une dizaine. C'est vrai qu'on a dépassé l'heure, désolé d'avance. Hop, je mets fin au sondage et je vous partage les résultats. Ah bah oui, ben donc effectivement, effectivement, 70% qui connaissaient cette approche Une seule santé. Et ben c'est super, ça va faire de vous des ambassadeurs aussi pour aller parler de ça dans vos territoires, auprès de vos concitoyens, de vos collègues, euh, parce que c'est voilà, c'est un levier important pour avancer et trouver des bonnes solutions. Alors, Deuxième question qui deuxième va question. apparaître. Hop. Avez-vous des espaces d'échange pour travailler sur ces sujets, biodiversité, alimentation, santé, de manière transversale, comme on a pu l'illustrer via des expériences? Je vous laisse répondre oui, non, oui, mais difficilement mobilisable, non, mais je suis motivée pour en créer un. Si ça vous aura servi d'écouter ces expériences enrichissantes, n'hésitez pas à nous le dire. Alors, on a en parallèle, je me permets de le faire remonter. Si vous le souhaitez, il est possible d'organiser un temps de jeu avec le Boost Poursuite. Donc là aussi, si vous voulez vous manifester, il y a peut-être nos contacts et on pourra relayer auprès de la RNR ce jeu Boost Poursuite. Qui est quand même vraiment intégrateur hein, de cette approche One Health et sur un exemple concret et pour tout public. Donc vraiment intéressant. Merci encore du témoignage. Oui, ça peut être l'occasion de faire de la mobilisation citoyenne autour de ce jeu-là. Je pense que ça peut être intéressant pour certaines collectivités qui mènent des actions de mobilisation citoyenne sur la biodiversité. Ben, nous, on l'a Alors, testé en fait l'été dernier sur le village d'Olon, où on a effectivement des petites soirées jeux qui ont été organisées en extérieur avec le Boost Poursuite, puisque c'est un jeu qui peut se faire en intérieur comme ouais, en extérieur. Voilà. avec tout le village. Donc, Et alors finalement, Alors. on a le résultat de cette deuxième question avec avec en majorité, on va dire des oui, mais pour lesquels parfois ces espaces sont difficilement mobilisables. Quelques motivés qui ont envie de saisir l'opportunité pour créer ces espaces. Et finalement, vous voyez, quand on parle d'une seule santé et des interconnexions, on a besoin à la fois d'un espace pour se rencontrer. On a besoin de support, de concret pour pouvoir discuter. Et en fait, une autre chose dont on n'a peut-être pas parlé, il y a besoin de temps. Et ça, message aussi, ça prend du temps d'apprendre à se connaître, à construire des choses ensemble, à instaurer la confiance pour avancer. Voilà, c'est des petits éléments complémentaires qu'on peut donner. Avant la troisième question.
faut que tu te remettes ton micro, Cécile. Je voulais pas le remettre parce que je me Ah. dépatouillais pas Ah. de la question 3. Je sais pas pourquoi elle veut pas se lancer. Je la vois, mais bon. Quelle était-elle, cette question? Eh bien, je suis en train de la dupliquer pour pouvoir la lancer, mais je n'y parviens pas. Je sais pas pourquoi. La question 3, c'est elle était très très longue Elle, en fait. elle était super cette Elle question était très- 3. Elle était super cette question 3, mais elle ne veut pas se lancer. Et j'ignore pourquoi. Donc bon. Bon, C'est un mystère. Elle visait à savoir ce que vous étiez prêt à votre niveau à lancer, quel premier geste vous pourriez faire pour changer vos pratiques dans le sens de l'approche une seule santé. Donc, je vais vous donner les idées, puis tant pis. Elle ne pourra pas. C'était se renseigner, lire des ressources sur l'approche une seule santé, faire une cartographie des acteurs concernés à l'échelle de votre territoire, recenser les démarches biodiversité, alimentation, santé d'autres territoires, identifier les liens que vous pourriez avoir avec eux, en parler aux collègues, aux élus du territoire, ça peut être une première approche aussi. Appeler des partenaires pour créer des premiers ponts. Vous pouvez appeler la RNR de Londres pour utiliser Boost Poursuite ou savoir aussi auprès des associations de planteurs qui, dans votre territoire, pourraient accompagner pour des îlots de fraîcheur nourriciers, par exemple. S'inscrire à la plateforme expertise territoire qui vous a été présentée en début de réunion avec Mathilde. Et puis, je ne sais pas encore, mais je vais y réfléchir. Eh bien, continuez d'y réfléchir. En tout cas, on vous partagera le replay de ce webinaire et puis toutes les ressources qui ont été évoquées dans le chat dans une petite note qui permettra de les regrouper et encore toutes les diapositives également qui vous permettront de vous remémorer un peu les exemples concrets qui vous ont été présentés aujourd'hui. Donc, je vous remercie pour votre présence à ce webinaire. Merci à tous les intervenants. Merci Delphine pour la co-animation et le chat. Et je vous souhaite un bon appétit à tous. merci beaucoup. Et prochain webinaire le 21 mai, voilà, sur Merci. comment faire évoluer le rapport au vivant. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Au merci. revoir, merci. Merci, au revoir. Je ne sais pas comment faire pour Là, sur les trois petits points de la vignette. de Dans les chaque. participants. Mm. Oui. D'accord. Ok. Et tu peux aussi. T'as fini d'enregistrer? Oh, Non. ça se coupe automatiquement. Ah Ouais, oui, ça ouais, se- remarque. Ouais, mais là. Oui, tu as raison, tu peux couper.